Très heureuse de vous retrouver sur Cherifla TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Madame Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État, a présidé ce mardi 1er novembre la pose de la première pierre de l'unité de chirurgie cardiaque au Mali. Ce nouveau plateau technique sera baptisé Unité de chirurgie cardio-pédiatrique André Festock à la mémoire de l'époux de la donatrice fidèle de la chaîne de l'Espoir, Tata Touré et Mohamed Sidibé. Dans le cadre du développement de ces activités, l'hôpital Luxembourg a lancé les travaux de construction de son futur centre de chirurgie cardio-pédiatrique dédié à la chirurgie cardiaque au Mali. Cette nouvelle unité extension de l'hôpital mère-enfant, le Luxembourg, sera dotée de 2 salles de stérilisation et comprendra le réaménagement d'une salle d'hospitalisation pour le suivi post-opératoire des petits patients. Aujourd'hui, nous sommes là dans un cadre de pose de première pierre. Pose de première pierre d'une unité de chirurgie cardiovasculaire pédiatrique, nommée chirurgie cardio-pédiatrique André Festock. Parce que André Festock, c'est la donatrice, celle qui a donné quand même le financement aux partenaires de la chaîne de l'Espoir. Donc l'hôpital mère-enfant, depuis l'an 2000, est dans cette dynamique. La dynamique quand même d'envoyer les enfants malades du cœur à l'extérieur du Mali pour se faire opérer du cœur. Mais malheureusement, la liste ne s'arrête pas d'allonger et le plateau technique malien ne permet pas la prise en charge sur place, ce qui nous a vraiment poussé à chercher le financement afin quand même d'avoir le même plateau technique chez nous, à faire le même transfert de compétences pour que des Maliens puissent prendre les enfants malades du cœur sur place et que l'intervention du cœur ouvert soit une réalité au Mali. À noter que la construction de ce nouveau centre de chirurgie cardiaque a été rendue possible grâce à la générosité de la chaîne de l'Espoir. Je voudrais tout simplement remercier tous ceux, de loin ou de près, ont participé à l'aboutissement de ce programme, de ce projet. À entendre le professeur Deloche, lorsque nous nous sommes vus, cette idée est là depuis pas mal d'années. Et c'est aujourd'hui, et peut-être après, je dirais peut-être 30 ans, ou même plus, qu'on voit se réaliser ce programme. Cela ne devrait plus se passer ainsi dans notre pays au Mali. La santé, c'est le développement, surtout la santé des enfants. Ce sont les adultes de demain. Donc, le fait que ça ait pris tout ce temps pour que le projet soit réalisé, doit nous interpeller tous. Parce que tout ce qui se passe, nous y contribuons un peu tous, soit de loin ou de près. Donc en tout cas, remercier la ténacité, de la persévérance des acteurs. Je voudrais dire le professeur Diarra, on a parlé du professeur Koumaré, le professeur Deloche, pour avoir enfin pu réaliser ce programme. Et bien sûr remercier la généreuse donatrice, parce que sans elle, rien n'aurait pu se faire. Et surtout le professeur Deloche qui a finalement préféré le Mali. Il aurait pu aller dans d'autres pays africains, mais il a voulu le Mali, comme il a dit, il a un cœur malien. Merci à tous, merci à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près pour la réalisation de ce programme. Mais surtout, lancer un appel, le ministre l'a dit, aux parents. Parce qu'il y a effectivement une santé en amont. C'est une réalité. Il faut que nous puissions faire la santé préventive. Lancer également un appel à tout le personnel de la santé de s'engager résolument. C'est un sacerdoce, la santé. Je crois qu'il faut absolument que les médecins, toute l'équipe sanitaire se sentent concernés par la santé au Mali. Les généreuses donations du professeur Deloche ont permis des soins hors de portée à des familles d'enfants malades du cœur. Nonobstant cela, la liste d'enfants malades du cœur ne cesse de s'allonger pour dépasser depuis bien longtemps les 2000 enfants. Une liste d'attente n'est pas une salle d'attente. Une liste d'attente, c'est un chapelet de malheur. Ce don va servir à construire un centre de chirurgie
cardiovasculaire, pédiatrique et de réanimation. Le 2 octobre 2015, un enfant ayant bénéficié d'une opération gratuite grâce à la chaîne de l'espoir a dédié au cours de cette cérémonie pour rendre hommage à l'hôpital mère-enfant. Ce mardi 1er novembre, l'Assemblée nationale du Mali a procédé au renouvellement du bureau parlementaire. Le fait marquant de ce renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale du Mali a été la création des nouveaux groupes parlementaires, en l'occurrence celui de l'ADP Maliba, Sadi, Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly y étaient. Chaque année, après l'élection du bureau définitif, l'Assemblée nationale constitue 11 commissions générales de 12 membres, au plus, chacune à l'exception de la commission des finances, de l'économie, du plan et de la promotion du secteur privé, dont le nombre ne peut excéder 27 membres. Article 31, tout député doit obligatoirement s'inscrire au sein d'une commission générale. Cependant, tout député peut participer aux travaux des commissions dont il n'est pas membre titulaire, mais il n'a pas voix délibérative. Je vois que c'est un bureau aussi cohérent, un bureau de points qui peut relever le défi. Inch'Allah. Tous les ans que nous renouvelons les bureaux, conformément au groupe parlementaire à l'Assemblée nationale du Mali, et à chaque renouvellement, nous essayons de faire mieux. Et je pense que nous sommes en notre 3e année. Et je pense que cette fois-ci, ce qui est fait, c'est ce qui doit se faire depuis au départ. C'est un bureau qui a été mis en place en flagrante violation des textes de l'institution du règlement intérieur, notamment dans l'article 11, où il est clairement stipulé que le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Notre groupe parlementaire ADP Maliba Sadi, qui a 14 députés et qui a plus de députés même que le groupe ADEMA qui en a 13, nous avons constaté que l'ADEMA a eu une vice-présidence, ils ont eu une présidence de commission, et le groupe parlementaire ADP Maliba Sadi, qui a plus de députés, n'a eu aucun de ces postes. Donc cela viole intégralement le règlement intérieur. Mais ça ne nous surprend pas parce que voilà, ces pratiques antidémocratiques où le fait politique a toujours été ignoré. C'est ce qui a motivé, entre autres, notre départ de la majorité présidentielle. La décision finale appartient toujours au groupe majoritaire, c'est-à-dire ceux qui ont plus de députés ou ceux qui se mettent ensemble. Donc la règle n'a pas été dérogée cette fois-ci parce que le RPM étant le groupe parlementaire qui comporte le plus de députés, et ses amis étant aussi plus le RPM étant conscient de plus de députés que les autres, évidemment, la balance a penché de leur côté. Mais ce qui est inadmissible et qui est regrettable, c'est que le RPM, dans son attitude, vient de démontrer qu'en réalité, il n'a aucun sens démocratique. Il n'a aucun souci de l'équilibre des institutions, dans les institutions. Parce que le règlement intérieur est très clair. D'abord, ils ont battu nos prises de position à propos du règlement intérieur. Et je me souviens aussi qu'en 2007, quand je suis rentré la première fois dans cette Assemblée nationale, nous nous sommes battus pour que le règlement intérieur puisse dire que le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter les différentes sensibilités au sein du Parlement. Cette année, le renouvellement a été très facile. Facile en ce sens que l'année dernière, il y a eu des échauffourées, comme vous venez de le dire, tout simplement parce qu'il y a eu des incompréhensions au préalable avant d'entamer les travaux proprement dits par rapport au renouvellement du bureau. Mais cette année, a priori, nous avons essayé de voir quels sont les enjeux par rapport à un renouvellement et nous avons priorisé la qualité d'abord de la prestation. Et en plus de cette qualité, nous avons voulu associer à la gestion de l'Assemblée tous les députés qui sont désireux vraiment de contribuer à leur façon. Et à l'issue de quelques 2 ou 3 réunions au niveau du groupe parlementaire RPM, qui est le groupe parlementaire majoritaire, la compréhension est venue assez vite et les uns et les autres ont compris l'enjeu qui est de donner un résultat. Et il y en a qui ont
accepté de céder au profit d'autres qui sont venus dans le bureau. Par rapport aux différentes commissions, vous savez, à l'Assemblée nationale, on a 11 commissions permanentes et une commission de contrôle. Et sur les 11 commissions permanentes, je crois que le groupe RPM a 6 commissions. Je n'ai pas une grande analyse à faire parce que dans tous les cas, l'Assemblée nationale, tel que c'est prévu dans les statuts, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau se renouvelle en dehors du président de l'Assemblée nationale lui-même, se renouvelle chaque année. Et chaque année, c'est absolument beaucoup de tractations, chaque année, c'est beaucoup de négociations, chaque année, chacun veut rentrer dans le bureau. C'est à cause des avantages que le bureau accorde, c'est en raison de ça. Mais je crois que malgré tout, les gens doivent être responsables et accepter souvent faire des choses. Parce que quand on dit à un député qu'il est honorable, il n'est pas honorable pour rien. Il est honorable parce qu'il doit être sage, il doit avoir le bon sens, il doit être responsable. Et je crois que c'est souvent pas dans cette disposition de courtoisie, de civilité que le bureau se renouvelle. Et c'est ce qui fait que ça fait toujours beaucoup de bruit. Mais c'est normal, quand on vient à l'Assemblée nationale, on a besoin d'avoir quelque chose. C'est le minimum. Mais on vient à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple. Moi, j'aurais aimé que les gens se battent pour mieux faire que simplement pour avoir des postes. Et c'est malheureusement, ils mettent toujours les avantages au devant du devoir. Et le devoir, c'est de représenter le peuple, de le représenter valablement. Les grands enjeux et priorités de la COP22 ont été dévoilés au cours d'un point de presse animé ce mardi 1er novembre dans la salle des réunions du secrétariat de la présidence à Koulouba. Le conférencier du jour est l'ambassadeur Seyni Nafo, président du groupe des négociateurs africains sur le changement climatique, Amadou Diarra et Fousséni Keïta. La tenue de ce point de presse s'avère indispensable tant la participation de notre pays au plus haut niveau est attendue. Le conférencier, durant 1h30 d'horloge, s'est prêté aux questions de nos confrères de la presse écrite et audiovisuelle. Les enjeux et priorités de la COP22 sont à l'ordre du jour de cet expert sur les questions environnementales, conseiller spécial à la présidence de la République. C'est déjà la gestion de l'entrée en vigueur de l'accord. À Paris, nous avons obtenu un accord historique. Et nous pensions que cet accord allait entrer en vigueur dans 5 ans, en 2020. Il se fait que l'accord entre en vigueur dans quelques jours, le 4 novembre. Et il entre en vigueur à un moment où encore beaucoup de pays africains n'ont pas ratifié. Donc le premier enjeu, c'est comment commencer à développer les règles, les procédures de cet accord en ayant un processus qui soit inclusif. Donc ça, c'est le premier grand enjeu pour nous. Il y a 3 autres priorités qui découlent du premier, c'est-à-dire que nous avons maintenant un accord qui entre en vigueur. Donc qui entre en vigueur tout de suite, ce qui fait que la priorité aujourd'hui, c'est l'amplification de l'action. Et c'est l'amplification de l'action à 3 niveaux. Premièrement, les initiatives et les actions. Les chefs d'État africains ont lancé 2 grandes initiatives à Paris sur les énergies renouvelables et sur l'adaptation. Donc il faut aller tout de suite à leur mise en œuvre. Deuxièmement, c'est le financement pour l'adaptation qui est une priorité. Avoir une cible pour que nous ayons un montant de financement qui double. Nous sommes à peu près à 9 milliards de dollars par an pour l'adaptation. Les pays africains ont demandé que nous soyons à peu près à 32 milliards. Donc vous doublez en fait en point de pourcentage, mais c'est une multiplication par 3. Le dernier enjeu, c'est avoir un cadre de transparence pour le suivi de la mobilisation de ces engagements et une mise en œuvre qui soit transparente et qui ait des résultats concrets sur le terrain. Si l'on en juge certaines croyances, les COP seraient-elles devenues une espèce de conspiration des pays occidentaux pour empêcher les pays africains de se développer ? Dira non à cette réflexion M. Nafo qui met en avant la faiblesse et surtout la vulnérabilité de nos pays en développement. Un pays comme le Mali où les 2 tiers sont occupés par le désert, de surcroît enclavé avec une déstabilisation de la pluviométrie, la désertification, une perte de la biodiversité, une augmentation de l'aridité des sols, l'ensablement du fleuve, une augmentation du taux d'humidité ayant comme conséquence une forte diminution du rendement des sols. Face à toutes ces problématiques, il y a urgence que nos pays africains, a priori le Mali, agissent pour freiner les dangers réels qui menacent nos populations. Les probabilités statistiques nous révèlent qu'à cause justement de la hausse de la concentration des gaz à effet de serre, notre pays risque de vivre dans 10-15 ans une sécheresse sans précédent de type 74-79. La priorité numéro 1 pour le Mali,
c'est premièrement de maintenir un groupe africain qui soit unifié, un groupe africain qui parle d'une seule voix. Le Mali aura l'honneur et le privilège de conduire dans les négociations l'Afrique. Donc ça, c'est d'abord notre première priorité. L'Afrique, c'est 54 pays, c'est un continent qui est avec des intérêts très divers. Ça, c'est notre première priorité. C'est la première priorité qui a été assignée par les chefs d'État aux négociateurs en chef que nous sommes. La seconde priorité, c'est, comme je le disais, les financements pour l'adaptation. Donc, au lieu de défendre une thématique en particulier, par exemple, que ce soit le Sahel, le lac Tchad, la Grande Muraille Verte, le bassin du Congo, le Zambèze, nous allons nous battre pour qu'il y ait un volume qui soit important, qui permette de prendre en compte l'ensemble des priorités des pays africains. Et le dernier point, c'est encore une fois le cadre de transparence. Il faut se rassurer qu'effectivement les financements annoncés soient mobilisés et mis en œuvre. Et pour ça, nous allons impliquer les ministres des Finances également. En prélude à la célébration de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, l'Organisation nationale des industries du Mali a animé une conférence de presse au cours de laquelle le livre blanc tome 2 de l'OPI a été présenté. Ousmane Sogoré et Ibrahim Koulibaly. Le Mali est l'un des pays les moins industrialisés de la sous-région. Pour relever le défi de l'industrialisation, le pays a élaboré son livre blanc de Jem Dija. C'est cela qui ressort essentiellement de cette conférence de presse organisée par le bureau de l'OPI pour annoncer la célébration de la journée de l'industrialisation de l'Afrique au Mali, prévue le 19 et 20 novembre prochain. Conférence animée par le président de l'OPI, assisté de la présidente de la JA, le représentant du ministre de tutelle. Aujourd'hui, l'importation de produits industriels participe grandement à ce déficit et hisse le Mali au rang du pays, le premier pays importateur de la zone UMOA. Quand on doit gagner un titre, être fier, si on est fier, c'est d'être peut-être le premier exportateur. Mais si on vous dit que vous êtes le premier importateur, vous allez retenir premier, vous pensez que c'est bien. En fait, on vous a roulé. Donc, quand vous êtes le premier importateur de biens manufacturés au Mali, c'est que vous êtes celui qui développe les autres. Vous créez les emplois des autres. Vous améliorez la situation des autres. Et c'est votre pays qui paye le prix de ça. Donc, il ne faut jamais, normalement, avoir une balance commerciale déficitaire. Donc, aujourd'hui, 400 milliards de déficit de balance commerciale, c'est 400 milliards de biens que nous aurions pu produire, que nous ne produisons pas et que nous amenons d'ailleurs. Et c'est 400 milliards de notre ressource, de notre produit intérieur brut, qui sort de notre pays pour aller développer un autre pays ou des autres pays. Notre vision stratégique. Il n'y aura pas de développement sans industrialisation. Notre pays trouvera la voie de l'industrialisation. C'est une nécessité et c'est quelque chose qui arrivera obligatoirement. Notre rôle, essayer de participer dans nos plaidoyers, dans nos études, dans notre dialogue privé-public, à faire en sorte que le plus rapidement, nous puissions voir émerger une politique industrielle qui serait en parfaite symbiose et en parfait accord avec le livre blanc. Quant à la présidente de la commission d'organisation de la JA, elle a dévoilé les programmes de la journée de l'industrialisation de l'Afrique aux médias. Il y aura la cérémonie solennelle d'ouverture sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Il y aura aussi une exposition et des ventes promotionnelles des produits Made in Mali. Un film officiel sera diffusé sur la journée de l'industrie en Afrique. Et il y aura bien sûr un espace de démonstration des systèmes de production. Nous inviterons les industriels à venir présenter leur process d'industrialisation. Le représentant du ministre de la Promotion et de l'Investissement privé a rappelé l'historique de la Journée internationale de l'industrialisation de l'Afrique qui a été instituée en 1989 par l'Organisation des Nations Unies. Depuis 4 ans, c'est le pays qui appelle, c'est le pays qui organise, nous accompagnons cette organisation. C'est le pays qui préside. Ça veut dire que les industriels au Mali ont effectivement pris conscience que c'est leur affaire à eux et qu'ils doivent
n'est-ce pas, être au devant de la scène par rapport à la problématique posée. Et cela, certes, cela est une victoire. Par l'application de ces nouveaux documents, le pays veut s'inspirer des modèles comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Ghana pour inciter le Mali à figurer parmi les nations africaines les plus développées, car le développement sans industrialisation est impossible. La une de l'actualité africaine, en bref et en images, une compilation signée Amadou Camara. Sans surprise, le oui a largement emporté. Le projet de nouvelle constitution ivoirienne soumis à un référendum a été adopté avec 93,42%. Le président de la commission électorale Youssouf Bagayogo a précisé dans une intervention à la télévision nationale que le taux de participation pour le scrutin qui s'est déroulé dimanche était de 42,42%. Les partisans du non ont récolté 6,58% des suffrages. La Côte d'Ivoire va donc entrer dans sa troisième république une fois les résultats validés par le Conseil constitutionnel. Pour rappel, la nouvelle constitution permettra de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire, notamment en évacuant le concept d'ivoirité permettant de clarifier les conditions d'éligibilité du président de la République. Elle prévoit aussi la création d'un poste de vice-président. En outre, ce texte crée un Sénat, institutionnalise la Chambre des rois et chefs traditionnels et étend le domaine de compétences du Conseil économique et social à l'environnement. Il y a tout juste 3 ans, le 2 novembre 2013, les journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient assassinés à Kidal, dans le nord du Mali, alors qu'ils couvraient la tenue des élections législatives. Depuis, l'enquête ne progresse que très lentement. Le double assassinat a rapidement été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais aucun responsable n'a pu être capturé et les circonstances de leur enlèvement puis de leur assassinat demeurent très floues. Dans un communiqué, l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon dénonce un silence d'État. Pour l'association, si l'enquête judiciaire n'avance pas, c'est parce que l'Élysée et la défense en savent beaucoup plus qu'ils n'en disent. Selon un rapport de l'ONU publié mardi, les casques bleus au Soudan du Sud ont réagi de manière chaotique et inefficace aux violences déjouées à Juba et n'ont pas su protéger les civils d'agressions sexuelles. De ce fait, l'ONU a annoncé le remplacement immédiat du commandement de la force sur place. Le rapport souligne que la force onusienne a échoué à répondre à l'incursion le 11 juillet des soldats sud-soudanais dans un hôtel abritant des employés d'organisations internationales et proches d'une base des Nations Unies. Selon l'organisation Human Rights Watch, plusieurs employés étrangers avaient été violés et un journaliste sud-soudanais abattu devant témoins. L'enquête dirigée par le général néerlandais à la retraite Patrick Gamer met en cause des lacunes de commandement. Le manque de préparation des casques bleus face à l'imminence prévisible d'une reprise des affrontements entre forces gouvernementales et rebelles sud-soudanais et une aversion au risque les rendant réticents à user de la force pour protéger les civils. Avant de boucler cette édition, communiqué de presse relative à l'obtention du visa chinois. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, a l'honneur d'informer les opérateurs économiques intéressés par les voyages d'affaires en Chine aux difficultés rencontrées pour l'obtention du visa. Un accord provisoire vient d'être conclu entre le ministre du Commerce et le consul à travers l'ambassade de la République populaire de Chine. Ainsi, les dossiers de demande de visa, dûment et régulièrement constitués, sont enregistrés et déposés individuellement par les intéressés eux-mêmes auprès de la commission mise en place à cet effet à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, avant un programme débutant le mardi 1er novembre 2016 à partir de 9h précises. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter au numéro suivant 66 72 47 62 ou au 76 15 01 30, 66 72 47 62
ou au 76 15 01 30. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Cherifla TV. À très bientôt.